Alors, Annie, on va commencer avec l'autre présentation, un espace émancipateur. Die digitale Vernetzung habe der schwulen Subkultur Aufschwung verliehen und sogar Aktivismus La connexion digitale a aidé à la subculture gay pour se connecter. Le speaker, la présentation prochaine, a vu une crise dans le dating en ligne. C'est un développement qui n'est pas seulement dans cette subculture gay, mais aussi dans d'autres. Alors, ce sont des questions comme ça qu'il va adresser. Alors, on va parler de la sexualité, de la répression. Alors, si ça, c'est difficile pour vous, c'est la question à vous maintenant de sortir la salle ou de rester. Alors, il y a seulement une slide. C'est pas une faute, c'est comme ça qu'il doit être. Alors, la stage est pour toi, Léo. Wow. C'est dingue combien de personnes il y a dans la salle. Avant, j'ai demandé si on pourra faire une petite présentation, mais maintenant, il y a vraiment vachement beaucoup de personnes. Et moi, je suis très heureux que je peux parler de ce sujet maintenant. Quand j'ai soumis cette présentation, j'ai été surpris de pouvoir faire cette présentation. Et le but qui a été communiqué par l'équipe a été qu'il faut être un sujet ou une façon de présenter qui est inspirant et optimistique. Mais moi-même aussi, je suis surpressée, répressée par les médias au moment où il y a... je pense que c'est vraiment important d'avoir ces visions, ces idées optimistes, mais le problème, c'est que quand on a un problème duquel on n'est pas vraiment conscient au moment, cette envie d'agir pourra être diminuée par être si optimiste. Alors, quelques-uns de vous pourront connaître cette situation où il y a un coach ou un conseiller qui vient à votre entreprise pour voir les problèmes qu'il y a, pour vous conseiller. Mais ce qu'ils font, c'est pas vraiment, ce ne sont pas des suggestions très fondamentaux. Et je pense que c'est le cas pour les entreprises, mais aussi pour autres situations que nous nous arrêtons pas, nous réfléchissons pas, mais on veut faire quelque chose. Et je pense que ce congrès où on est maintenant, c'est un lieu magnifique pour entrer dans cet échange, en fait, pour nous inspirer. Oui, cette introduction, c'est pas très intéressant, c'est ennuyant, mais je pense que c'est important d'être critique et pas seulement optimiste. Alors, la représentation queer a une chiffre très augmenté. Ça a l'air d'être très bien au moment comme représentation.
Et il y a beaucoup de personnes qui parlent d'égalisme entre les personnes. La démonstration, l'activisme semble d'avoir un très bon effet. Et cette communauté queer semble d'avoir un effet positif aux autres personnes pour se connecter. Et moi, j'aimerais bien vous montrer que le comportement homosexuel est encore repressé. Et c'est la digitalisation, la numérisation qui a cet effet. Et je pense que c'est ce subculture gay qui a cet effet constitutif. Mais ce n'est pas seulement l'effet entre les hommes dans cette subculture, mais ça peut aussi être le cas dans d'autres subcultures. Alors, si je parle des techniques, ce n'est pas en fait la technique technologique ou économique, mais c'est une technique culturelle. Et je vous parle du cruising. Et c'est qui connaît le cruising? Alors, ça ne veut pas dire de conduire avec la voiture, mais je veux le définir au moment. Et c'est le conscient, l'actif, la recherche pour des hommes de trouver un partenaire sexuel. Et c'est la recherche dans le secret pour le sexe entre les hommes. Et c'est dans un lieu public ou semi-public. Ça pourrait être par exemple dans des grands parcs des villes ou des endroits sur les autoroutes ou des bars, des clubs gays, les saunas. Et ce sont les lieux comme ça. Dans les prochaines minutes, j'aimerais bien réfléchir sur cette pratique, l'origine de cette pratique, dès 2000 ans avant, mais jusqu'à maintenant, je vais vous parler de l'histoire de cette pratique. Exactement. Alors, la première fois que j'ai entendu ou lu sur cette pratique, il y a 2000 ans, le poète Homide romain, et c'est qui le connaît? Il y a par exemple un poème sur l'art de s'aimer. Et là, il y avait déjà des lieux pour du cruising, par exemple les temples. Nous, à l'école, on n'a jamais lu ces textes, je ne sais pas pourquoi. Autrement, il faut dire qu'on ne peut pas voir un temps où il n'y avait pas du cruising. Dehors de les lectures de conseils ou dans le temps plus nouveau, dans les ans 60, il y avait des conseils, même à l'école, où on pourra faire du cruising. Mais aujourd'hui, c'est plutôt du rapportage négatif sur ces pratiques. Si on voit l'histoire européenne, c'est après le XVIIIe siècle, dans l'industrialisation, dans les villes comme Londres, où les hommes sont migrés pour travailler. Ça pourrait être qu'il y avait une culture du sup aussi avant, mais c'était surtout dans cet temps
qu'on a pu rapporter de cette culture. C'est par le journal ou autre rapport qu'on a parlé de ces procès. Et c'est la police qui a essayé de répresser cette subculture. Même s'il avait ça par la police, il y avait des maisons surtout pour les hommes gays. Et il y avait des parcs à Londres qui étaient vraiment pour ces subcultures, pour le cruising. Dans des marchés hollandais, ça semblait par exemple, les ports à Amsterdam. Sodomite a été un mot qui a été utilisé comme le mot perverse. Mais ça nous montre comment c'est la perception publique de cette sexualité. Surtout à Amsterdam, il y avait des lieux exprès pour ça, mais il y avait partout dans le monde, aussi aux États-Unis. Ça pourrait être qu'il y avait beaucoup de cruising, mais il n'y a pas vraiment de rapportage sur ça. C'est plutôt vers la fin du XXe siècle qu'on a parlé là du cruising. Par exemple, le YMCA, peut-être que vous connaissez ce mot-là. Il y avait beaucoup des hommes, mais aussi des hommes gays, qui ont fait du sport au lieu. Et ces lieux du YMCA sont devenus très vite aussi des lieux du cruising. Il y avait le YMCA Song qui a fait un hommage à ces maisons, comme il avait été très fasciné par ces lieux. Martin Reich et Dannecker ont parlé du cruising en Allemagne. Et c'est là qu'on avait des rapportages négatifs. Par le mouvement des 68. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire du cruising? Ok, maintenant je dois reprendre mon fil. Excuse-moi. Sur les 68, le cruising était plus thématisé et il y a encore des lois qui font la punition de pratiques homosexuelles. Surtout ça, c'est-à-dire que ça ne peut pas se passer dans la voie publique. Je ne vais aussi pas dire ça dans mon petite histoire, mais là, ces lois n'étaient pas seulement pour réprimer comme des autres pays, mais ici, c'était aussi vraiment une chose qui était là déjà, là encore de temps des nazis. Ce sont des lois qu'on a depuis ces temps des nazis. Et le cruising qui est aussi étudié par la science. Et là, au début des années 90,
80, excuse-moi. Là, comme il y a le virus HIV, là, le cruising vraiment diminue parce que les personnes avaient peur d'aller dehors et faire des choses avec d'autres personnes pour la peur de mourir. Il y a cette diminution de pratiques promiscues. Ça, c'est un mot qu'on veut beaucoup dans ces études. Un mot qui écrit une pratique de changer beaucoup les partenaires sexuels. Après, on a des manières de traiter le HIV. Et là, la peur du cruising est plus comme ça beaucoup. Et les pratiques du cruising augmentent encore. Et là, dans les années 90 et les années 2000, ça se passe plus dans l'espace digital. Et c'est ça ce que je vais parler surtout aujourd'hui. Dans ce temps, les premières plateformes online commencent. Et même que ces plateformes étaient créées de faire un dating online, de la communauté gay, c'était aussi utilisé comme une manière cruising online. Il y avait un politicien qui a dit publiquement qu'il a utilisé ça pour cruising. Et après, il y a le Romeo, que c'est une manière allemande de Geradar. Et comme ça, il y a aussi des recherches sur ça. Il y a une étude de 2007, dans ce temps quand le cruising, et il y a beaucoup des hommes, comme plus 3 fois des hommes ont dit qu'ils cherchent dans la voie digitale, comme avant les toilettes publiques. La plateforme, comme ça, se développe comme des area cruising. Les personnes peuvent trouver des partenaires sexuels d'une manière anonyme. Et aussi, aujourd'hui, ces plateformes sont utilisées comme Romeo. Et c'est aussi les groupes Messenger s'utilisent. Ça, il y a un peu plus de sécurité parce qu'il y a un gatekeeper. Et il n'y a pas des personnes complètement pas connues. Aussi, il y a des plateformes anonymes de vidéos et des chats. Et il y a aussi des plateformes où les personnes sont connectées par hasard et s'y cliquent sur différents chats pour juste qu'ils trouvent une personne pour sa pratique. Ce n'est pas seulement le sexe classique, mais aussi pour des relations à distance. S'il y a une personne à Russie et l'autre personne à Afrique, ça peut être des cybersex. Avec l'apparition du Grindr en 2009, tout change. Là, beaucoup de choses pour le cruising, l'espace digital augmente beaucoup. Grindr a des 13 000 utilisateurs par mois. 13 millions. Et différent que dans des plateformes comme Tinder, à Grindr, il n'y a pas de il y a un pool de profils et ça dépend de la localisation géographique de l'utilisateur. C'est-à-dire, si on est plus proche de cet utilisateur, il va être plus haut de la liste.
il y a une grille il n'y a pas une fonction de matching. Il n'y a pas un algorithme de matching, mais c'est seulement l'utilisateur qui décide proactif contre qui il veut communiquer. Et les homosexuels qui étaient avant dans les dark rooms et dans les parcs, maintenant ils doivent être proactifs et ils sont proactifs. Et c'est-à-dire les êtres humains se transforment en users. Et des choses changent dans les cruising et les grinders. L'app prend les tâches. L'utilisateur laisse travailler l'app pour lui. Cruising peut être intégré dans la vie quotidienne pour des personnes qui ne veulent pas prendre aussi de risques. Ils sont plus intéressés par ces possibilités. Et ça résulte dans un statut d'interactivité. Et on voit que le cruising s'est développé dans des environnements qui ne sont pas sympas, qui sont homophobes. Ce n'est pas une forme qui change de changer les normes et les règles de la société, mais d'évair ces règles. C'est cette technique sur laquelle la plupart des subcultures gays se sont formées et se forment encore aujourd'hui. Les sociétés homophobes ne résultent pas seulement dans des cultures subcultures, mais aussi le résultat, c'est qu'il y a un grand éclat entre la subculture et la société en large. Qu'il y a des lieux exactement pour ça aussi, et que ça augmente aussi quand il y a plus d'homophobie. Et ce menace de ces subcultures peut aussi résulter dans une plus grande subculture. Exactement. Cette répression peut, oui, actuellement résulter dans plus de cette subculture, une augmentation. Alors, les caractéristiques qui normalement n'ont rien à faire à la sexualité ou le sexe, pas l'avoir du sexe, mais dans ces subcultures développées, il y a des caractéristiques seulement pour ces subcultures, du jargon par exemple aussi, de la mode, des maisons comme des clubs, des façons de vivre qui sont, oui, très connues pour ces subcultures. J'aimerais bien parler hollandais, mais je ne le peux pas. En Angleterre, en 1950, il y avait une langue à ces cultures humaines. Pour ne pas être compris par la société en large. Et aux États-Unis, il y avait des hanky codes. Peut-être que quelques personnes le connaissent. Il y a un comeback de culture sur ces hanky codes.
C'est le foulard qu'on peut mettre dans les pantalons ou les chemises pour être rencontré, pour avoir un symbole que les autres personnes de la culture peuvent voir aussi et reconnaître. Et je pense que beaucoup de ces codes sont développés encore en plus au moment précédent. Avec la digitalisation du cruising, il y avait beaucoup de changements. Et avec ce changement digital, on n'a plus besoin d'autant de ces symboliques, de symboles. Par exemple, le besoin de ces clubs, ces bars, on a moins en moins parce qu'on peut rencontrer les personnes en ligne. Et le résultat, c'est moi que je l'observe, mais je pense aussi dans les villes, on peut l'observer. On voit qu'il y a moins et moins de bars qui survivent. Mais les bars, ils deviennent vraiment moins. Par exemple, à Cologne ou Hambourg, moi je viens de Münster, il n'y a rien du tout. Il n'y a plus rien. Il y a des personnes de 300, 400 000 personnes. Et cette connexion, aujourd'hui, c'est plutôt en ligne. Alors, le développement en ligne est similaire au développement de la pratique qui n'est pas en ligne. On a par exemple le Twink. Peut-être que quelqu'un a hier été au meet-up de Twink. C'est le mot pour un homme jeune, qui est jeune mais aussi sans barbe. Ce sont des mots qui sont difficiles, mais qui sont aussi dans ces apps pour filtrer le résultat. Par exemple, dans Grindr, on peut discriminer des personnes au-dessus de ces caractéristiques, en fait. On peut voir si ça c'est vraiment des notions, mais je pense qu'ils ne sont pas trop originels. Ça peut être des AOP pour savoir la position au sexe anal. Maintenant, j'arrive à la seconde partie de fin d'histoire pour des effets de digitalisation du cruising. La chose qui est les bars sont en train de mourir. Il y a une théorie qui dit que toutes les formes de pouvoir, ça c'est dichotomie. Bon, il y a toujours comme des choses opposées. Opposées. Mais il y a par exemple les choses qui font marcher le cœur, où la machine et l'homme se font ensemble. Mais les êtres humains et la machine fusionnent et c'est une hybride. C'est plus possible de vraiment savoir où l'homme commence et la machine termine. L'être humain, ou est-ce qu'il y a l'être humain ou il y a l'animal. Ce qu'on avait avant, c'était vraiment plus, on a dit, c'était clair. Aujourd'hui, on dit plus que c'est vraiment, tous les libologues disent aussi l'être humain, aussi un animal.
C'est-à-dire la pointe cynique, c'est qu'il n'y a pas vraiment une différence dans les deux côtés. Il y a des formes mixtes. La personne n'est jamais seulement femme ou homme, c'est toujours une mix. Et aussi, on fait la délégation des travaux aux machines. Et là aussi, c'est plus difficile de séparer vraiment le travail humain et des machines. La philosophe est Donna Haraway et elle dit que cette forme mixte, elle dit c'est cyborg. Et l'utilise c'est la littérature science-fiction. Pour la subculture gay, il y a une dualisme. Une chose duelle de la reste culture hétérosexuelle et de la homosexuelle. Maintenant, les membres homosexuels seulement peuvent faire ça de manière secrète de cruising. Seulement de cette manière peuvent trouver une partenaire et peut-être seulement vivre ça rapidement. Les hétérosexuels peuvent faire ça toujours. De la théorie de cette philosophe, cette relation est dans une société digitalisée et un dualisme qui se va fondre. Même les personnes hétérosexuelles aussi creusent de leur manière. Ça maintenant se dilue tout un peu, c'est plus exactement séparé. Aussi pour les personnes homosexuelles, par exemple en Allemagne, après de la discrimination de l'homosexualité, c'est possible seulement après vraiment de la loi nationale-socialiste, paragraphe 175. Peut-être vous connaissez ça de l'histoire. Seulement de mariage pour tous, on pense qu'il y a une égalité au moins juridique. Selon moi, l'égalité dans le monde allemand. En Allemagne, il y a toujours la discrimination, mais dans les études sociologiques, il y a une trente de la discrimination classique diminue. Et ça, c'est pour l'autre spectre queer, c'est différent. Alors, il y a beaucoup de homophobie aussi dans les parlements. Mais la digitalisation a aussi un impact sur le dating. Le plus grand hétérosexuel plateforme du dating, Tinder, fait du matching, des algorithmes de matching. Cette plateforme a été utilisée par des personnes homosexuelles, mais aussi hétérosexuelles. Dans une société illuminée sur la sexualité, on met en question les conventions sexuelles, mais quand même, les personnes homosexuelles sont repressées, même s'ils n'ont pas été repressés physiquement, mais dans une façon de ne pas pouvoir parler avec les mots avec lesquels ils veulent parler.
Même si les parts homosexuelles et hétérosexuelles semblent être plus en plus connectées, il y a quand même des différences. Par exemple, dans Grindr, on peut voir que la homosexualité dans le lieu public n'a pas été intégrée autant. La sexualité est plutôt dans la vie privée. Pour passer le stigma, c'est plutôt dans la vie privée. Alors même si Grindr et Tinder aident de sortir de ce stigma, la relation entre le homo et le hétérosexuel semble avoir des nouveaux dualismes. Par exemple, des personnes qui vivent promiscuitives ou monogames. Par des monogames, ils sont souvent préjudiciés. Ils ont dit d'être... Est-ce que vous avez entendu ça aussi? Il y avait une voix. Je me demande si je suis le seul dans cette salle, comme c'est beaucoup de textes que je communique au moment. Et là, on voit aussi que Grindr et Tinder sont des plateformes vraiment différentes. Grindr s'est développé de la pratique du cruising, mais Tinder est plutôt la pratique du dating. Par le développement des subcultures, la relation de dualisme s'est dissolvée seulement à quelques instances. Il y a aussi aujourd'hui de la discrimination. Le pouvoir, cette relation de pouvoir est différente aujourd'hui. Et c'est la question comment la résolver et la faire plus égale dans ces espaces en ligne, ces plateformes. Par rapport à se voir, il faut voir qu'on ne va pas résoudre le pouvoir de cette façon. Comme les personnes homosexuelles se montrent aussi dans l'espace public et se peuvent identifier, le développement et évolution de cette part monogame qui peut aussi être discutée par les hétéros. Il y a beaucoup de subcultures qui se ressoudrent, comme des bars et des clubs, des saunas, qu'il n'y a plus. Il y a une scène qui meurt au moment et des bars qui meurent aussi. C'est pas seulement dans ces subcultures, mais c'est en général aussi dans la société. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui boivent moins d'alcool, je ne sais pas. Ça pourra aussi être une raison. Mais il y a aussi moins de connexion. Ça peut être positif, mais quand même, il faut le rechercher et voir ce que c'est l'effet. Alors, d'une façon rudimentaire, il y a encore cette subculture en ligne, mais il faut qu'on est ensemble, qu'on se connecte pour avoir un effet politique. Il faut avoir de l'activisme, de trouver des moyens et des raisons pour se mobiliser, d'agir ensemble.
Et on voit déjà aujourd'hui pour quelques clubs partout, surtout dans des clubs des personnes plus âgées, on voit que ça ne fonctionne plus. Et c'est là où je vois la crise. Et je vais le faire tout compact, comme je n'ai pas beaucoup de temps. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, pas agir, avoir envie d'agir maintenant, mais prendre un peu de temps pour réfléchir. Et c'est ça qu'on a fait les années qui sont passées, qu'on a envie de faire quelque chose, mais de pas vraiment réfléchir ce qu'on fait. Et je pense que c'est important que dans ce temps-là, c'est important de penser et d'avoir un sentiment. Penser avoir un sentiment pour la situation. C'est pas assez de se mettre du maquillage, vernis aux ongles. Merci. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout mettre du vernis, mais c'est ce kitsch queer que c'est pas ça que ça va changer tout ce qu'il faut changer en fait. Quand même, utiliser des plateformes de dating, faisait du cruising, fait des choses sur le CSD. Moi, j'aime aussi bien ces plateformes en fait. C'est ça qu'on fait des choses. J'ai rencontré beaucoup d'amis sur ces plateformes. Et c'est aussi un ange qui a vu mon profil, qui a organisé ma présentation aujourd'hui ici. Il faut vraiment qu'on réfléchisse sur cette crise et ce qu'on peut vraiment faire pour résoudre cette crise.